des relations de court et mais aussi de long terme. Ce qui nous amène, nous autres, à utiliser un modèle à correction d'erreur pour identifier la relation de causalité qui existe entre les deux variables. Donc, avant d'arriver à la régression, nous avons fait des tests de stationnarité et un test de co-intégration. Donc, le test de stationnarité a montré qu'il n'existe pas, que les variables ne sont pas différenciées, comment dirais-je, ne sont pas stationnaires en différence, comment dirais-je, en niveau. Donc, mais avec la différenciation, tout le modèle, toutes les variables deviennent stationnaires. Pour le test de chaos, chose que je n'ai pas présentée ici, le test de chaos nous montre que toutes les variables sont intégrées d'ordre 1. Donc, l'existence au moins d'une relation causale, d'une co-intégration, nous amène à utiliser le modèle à correction d'erreur que nous présentons dans ce cas comme suit. Où PIB, c'est la croissance économique, X constitue la consommation d'électricité, le Z constitue la consommation des produits pétroliers, W, c'est la force de travail pour la population active, et FBCF, c'est la formation brute de capital fixe. Donc, la première relation avec les A11 constitue la relation de court terme, et la relation avec les B constitue la relation de long terme. Donc, l'autre équation, c'est la même équation, mais dans ce sens, on cherche à voir si le PIB aura un effet ou cause la consommation d'électricité. Donc, on a les A1I, les E2I, qui représentent les élasticités de court terme. Et les ratios moins B1 sur alpha et moins B2 sur alpha 2 constituent les ratios des élasticités de long terme. Alpha 1 et alpha 2 sont le terme de correction d'erreur. Et nous notons que quand alpha est négatif, cela signifie qu'il y a une convergence vers l'équilibre de long terme. Et si alpha est significatif, cela montre l'existence d'une relation causale de long terme. Donc, d'une manière générale, on va faire l'analyse concernant le panel de l'Afrique, puisque le temps est si limité. Donc, je donnerai des conclusions par rapport aux autres panels tout simplement. Donc, pour le panel d'Afrique, nous avons noté l'existence d'une relation causale bidirectionnelle, mais cela à court terme. Donc, à court terme, la consommation d'électricité a un effet significatif et positif sur la croissance économique. Et cela également, la croissance économique a un effet significatif par rapport sur la consommation d'électricité. Mais à long terme, nous notons que c'est seulement la croissance économique qui a un effet significatif sur la consommation d'électricité. Ce qui montre qu'à long terme, la consommation d'électricité pour l'Afrique est un parent pauvre, comme si on peut le permettre. Donc, l'Afrique, s'il doit mettre en faveur, c'est-à-dire chercher à augmenter sa croissance, dans ce cas d'analyse, il doit mettre l'accent sur la consommation d'électricité, mais cela à court terme. Donc, je ne pourrais pas, vu les 2 minutes qui me restent, discuter sur les deux panels, parce qu'ici, on a noté qu'il y a une existence d'une relation bidirectionnelle, mais qui a des effets contraires. Donc, pour le court terme, l'effet est positif, mais pour le long terme, l'effet est négatif, même vrai qu'il est significatif. Donc, je m'en vais à la conclusion. Donc, pour ce qui est de la conclusion, je reviendrai directement sur les cas de l'Afrique, des autres panels. Nous avons noté une relation causale bidirectionnelle de court terme et de long terme en Afrique centrale. Une causalité bidirectionnelle de court terme et unidirectionnelle de long terme de la croissance économique vers la consommation d'électricité en Afrique de l'Ouest et une absence de causalité en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Donc, comme toute étude, cette étude a ses limites parce que nous n'avons pas tenu compte, peut-être, utiliser les modèles bas permettrait mieux de voir dans des cas de relations linéaires et de relations non linéaires par rapport à ces différents modèles. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Sambou. Donc, la parole est au public. Donc, allez-y. Bon, merci. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Donc, Salah Kantmak, donc, enseignant-chercheur et directeur donc, de l'HT de Sfax. Juste concernant votre étude, donc, vous aurez pu donc, utiliser donc, le modèle VAR, ou bien ce qu'on appelle donc, le modèle de switching. Ça vous permettait essentiellement de voir la discordance et la concordance entre les cycles, que ce soit de consommation d'électricité ou bien donc, de la croissance économique. C'est d'une part.
D'autre part, concernant donc, la période, c'est 2005-2014, c'est ça? Non, la période 95, 2000 jusqu'à 2014. 2000 14. De 2000 combien? 2010. Combien d'années? 2020. C'est dans 95 à 1995-2014. Donc, 20 observations. Donc, vous aurez pu, donc, il y a un problème donc, temporel. Vous aurez pu donc utiliser ce qu'on appelle le panel dynamique. D'accord? Donc, ça sera retardé. Donc, il y a des tests spécifiques. D'abord, pour voir avant la crise, après la crise, donc, tout dépend. Vous utilisez ce qu'on appelle le test de Shaw pour voir donc, la classification donc, des périodes. D'autre part, vous utilisez essentiellement donc, le panel dynamique. Ça permettait donc de voir donc l'observation retardée et d'avoir donc des résultats plus robustes. Quatrième remarque, vous aurez pu par exemple pour le cas de la Tunisie, il y a croissance de ce qu'on appelle donc l'électricité, mais il n'y avait pas donc croissance de l'économie suite à quoi? Suite à la hausse des prix donc de l'électricité. Et c'est pour cette raison qu'il faut introduire donc dans le modèle le prix d'électricité de chaque pays. Ce n'est pas le prix donc, du pétrole. Parce que parfois donc, l'électricité elle est subventionnée par l'État. Mais s'il y a parfois, donc, on a constaté ces dernières années, donc il y a même le prix a été doublé. C'est clair. Et c'est pour cette raison ça pourrait donc biaiser donc, l'étude d'un pays à l'autre. Enfin, le pays du Nord, donc l'Afrique, la Libye c'est différent par rapport au Maroc, par rapport donc, à la Tunisie. C'est clair. On peut continuer la discussion à la pause. Donc, seconde question. Non, vas-y. Allez-y. Merci. Benatia Mohamed Ayman, doctorant à l'université Mohamed. Ma remarque s'inscrit dans la même optique que le docteur. Il fallait travailler avec la méthode des mémos généralisés, les GMM, puisque vous avez 19 observations. Le nombre d'observations que vous avez est supérieur au nombre d'années d'études. Vous avez 19 années d'études et vous avez 23 pays. Alors la méthode la plus adéquate serait un GMM système. Et vous pouvez faire l'estimation avec il faut mobiliser le test dans les nano-endbond afin d'avoir des résultats plus robustes. Merci. Bon, je confirme le commentaire de M. Benhamed. Les données temporelles sont. Le nombre d'observations temporelles est très réduit. Je tiens juste à préciser que, puisque c'est un panel, donc vous êtes censé. Vous avez négligé l'effet individuel, donc on ne sait pas s'il y a des effets fixes ou effets aléatoires. Et je ne suis pas d'accord avec le monsieur parce qu'il a dit un GMM. Un GMM, normalement, il résout le problème de l'endogénéité entre les variables. Et vous utilisez normalement le test de causalité entre les deux variables. Donc je confirme l'avis de M. Mohamed. Donc normalement vous devez augmenter le nombre d'observations et après vous utilisez un VAR pour savoir le sens de causalité entre. Et après, lorsque vous allez terminer le sens de causalité, il vaut mieux faire un modèle dynamique, un Cleveland group. Essayer d'inclure plus de retard, comme ça on peut savoir l'impact des variables sur la variable endogène, normalement qui va subir l'effet. Et je vous remercie. Une dernière question. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va passer à la troisième présentation. Je vais appeler à monsieur. Je tiens au moins à remercier et dire que c'est l'objectif de la présentation pour améliorer le papier. Donc, quant au test, nous avons fait les tests en première position pour voir si on pouvait utiliser les modèles à effet fixe ou aléatoire, ou bien utiliser un cas où l'analyse se fera d'une manière globale. Et le test nous a montré qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser les modèles à effet fixe ou aléatoire, mais on pouvait analyser d'une manière globale le modèle comme si ça représentait le cas d'un seul pays. C'est ce qui nous a amené à utiliser. Maintenant, à la limite, comme je l'avais dit, je sais bel et bien que l'utilisation des modèles va aller nous permettre de voir plusieurs autres cas que nous n'avons pas trouvés dans. Ce sont des données annuelles, bien sûr. Voilà, merci, docteur. Donc, on va passer à. Donc, pour continuer la discussion à la pause. Donc, monsieur Saleh Ben Hamad. Donc, nous remercions Simon.
Écoutez, monsieur, excusez-moi. Donc, monsieur Ben Salah va vous présenter le thème sur l'évaluation de la capacité d'innovation par une méthode critère, cas des entreprises individuelles innovantes. Donc, vous avez 10 minutes. Oui, Yes. d'accord. Pas grave. Donc, voilà donc, toute une étude qui a été faite dans le cadre d'une thèse en entrepreneuriat, c'est l'évaluation de la capacité d'innovation par une méthode multicritère, 4 entreprises donc, industrielles cliniques. Donc, le plan de notre étude, c'est motivation de la recherche, des critères d'évaluation de la capacité d'innovation, validation empirique de l'évaluation de la capacité d'innovation de l'entreprise tunisienne et mesures pratiques de la capacité d'innovation des entreprises industrielles tunisiennes. Et finalement, donc, on va faire des conclusions avec ce qu'on appelle les perspectives de recherche. Donc, motivation. Donc, l'innovation demeure donc un facteur déterminant de la compétitivité de l'entreprise et de sa survie pour faire face aux changements essentiellement technologiques rapides et aux demandes donc, des consommateurs et aussi bien donc, pour la création de valeur. Donc, ce que demandent donc, les entreprises tunisiennes, c'est de s'engager rapidement dans une innovation permettant de s'inscrire dans un environnement économique et social caractérisé par une modernité technologique. Donc pour atteindre le niveau de notre équipe, il serait crucial d'évaluer le niveau de la capacité d'innovation actuelle dans les industries manufacturières tunisiennes pour voir quelles sont les possibilités d'amélioration et quels sont les différents types d'innovation. Donc la problématique c'est simple, c'est de voir quels sont les facteurs déterminants de la capacité d'innovation des entreprises tunisiennes et quel serait le niveau de capacité d'innovation approprié pour faire face à la concurrence. Donc à travers cette problématique, nous allons poser quelques questions de recherche qui sont utiles. Quels sont les facteurs qui déterminent l'échelle de mesure de la capacité d'innovation dans une société? Quel type de mesures à entreprendre dans les villes industrielles tunisiennes pour devenir innovatrices?
et quel type d'innovation adopter, soit produit ou procédé par les entreprises donc, tunisiennes, et finalement quelle importance accorder à l'innovation environnementale par les entreprises donc, innovantes. L'objectif donc, de cette étude, c'est essentiellement de détecter donc, les différentes variables qui aident à prendre et à évaluer donc, le niveau de la capacité d'innovation des entreprises et étudier par la suite donc, une typologie caractérisant donc, les stratégies d'innovation adoptées par les entreprises industrielles tunisiennes. Donc les critères d'évaluation de la capacité d'innovation, ils sont soit innovation donc, radicale, ou bien innovation donc, technologique, ou bien innovation collaboratrice, ou bien parlons donc d'innovation de procédé, ou bien innovation produit, ou bien innovation sociale, marketing, innovation environnementale et innovation ouverte. Donc on peut avoir donc une innovation, donc ça peut être donc ces différents critères, et tout dépend donc de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a pensé, ou bien elle adopte donc une innovation, ce qu'on appelle radicale. Donc le cas de théorie, c'est que, on doit avancer. Donc à travers donc, une bonne revue de l'objectif, ça nous a permis donc de donner donc, des hypothèses théoriques. La première donc, hypothèse, c'est, parlons donc d'innovation produit, donc il existe donc une relation positive entre le choix de l'entreprise à innover dans les produits et la capacité donc d'innovation. Donc vous voyez donc l'importance, essentiellement, ce n'est pas à travers donc, la technologie, mais à travers ce qu'on appelle donc l'innovation donc marketing ou bien produit. Donc aussi bien, il existe donc une relation positive entre le choix de l'entreprise à innover et procéder donc à la capacité d'innovation. Donc vous voyez donc les différentes hypothèses. Donc on a eu 10 hypothèses sur la capacité marketing, sur l'innovation environnementale, la capacité donc, de développement sur le développement de l'innovation, la capacité d'apprentissage, aussi bien donc, au niveau de l'innovation, et l'acquisition de connaissances, le partage de connaissances, la mémoire donc, organisationnelle, la compétence donc, des managers, la gestion des ressources humaines, l'innovation dans la chaîne logistique, le design et conception. Donc, vous voyez, donc, on a eu donc, 10 hypothèses qui nous a permis donc, de voir essentiellement quel est donc, le type donc, ou bien la capacité d'innovation chez les entreprises tunisiennes. Le cadre conceptuel, donc, vous voyez, donc, on mesure la capacité d'innovation à travers donc, ces différentes donc, variables déterminantes, soit touchant donc, l'environnement, ou bien le produit, ou bien le marketing, ou bien les connaissances, ou bien différentes autres variables donc, utiles pour mesurer donc, la capacité d'innovation, parce qu'on parle d'innovation, ce n'est pas uniquement donc, innovation technologique. Donc pour notre validation empirique, on a essentiellement, le plus important dans cette étude, c'est qu'on a dépassé donc, la méthode classique d'analyse, c'est-à-dire l'analyse des données. Bon, on ne peut pas utiliser donc, des équations supérieures vu que le nombre de questionnaires d'individus n'est pas assez important par rapport au nombre de variables. C'est pour cette raison qu'on a utilisé donc, des modèles poussés qui utilisent ce qu'on appelle des modèles multicritères à travers ce qu'on appelle donc, des modèles utilisés dans les recherches opérationnelles. Donc notre étude, ça a permis donc essentiellement d'avoir différentes classes de notre étude. Donc voilà, on a fait donc l'étude sur 52, donc 67 réponses, 52 face à face et 15 réponses face privée, donc pour les entreprises, donc essentiellement les autres entreprises tunisiennes. Donc voilà ça, l'analyse descriptive de l'échantillon. On a utilisé donc pratiquement 13 secteurs, donc selon donc, le cadre théorique, donc il y a entre 11 et 14 secteurs, ce qui nous permettait donc, de mieux donc, analyser donc, les activités des entreprises et le besoin donc, en termes de capacité d'innovation. Donc on a finalement, on a eu 4 classes d'innovation, donc des entreprises innovantes, où on a eu constaté uniquement 7,41%, deuxième classe 29,85%, troisième classe 40,29%, et finalement donc, les classes qui ont une faible à la mesure d'innovation qui représentent donc 13,43%. Donc généralement, oui, donc voilà donc les répartitions des classes, donc de la qualité donc, référentielle. Donc on
a trouvé donc ces cas donc sont significatifs. Et pour la classe 1, on a constaté que la majorité donc, de ces entreprises se trouvent dans les lieux donc, de Sfax, Tunis, c'est-à-dire donc les grandes villes industrielles qui utilisent donc une capacité donc, importante d'innovation. Le secteur essentiellement l'industrie chimique et l'industrie alimentaire. Et c'est pour cette raison donc la Tunisie donc, est reconnue donc, essentiellement par les exportations des produits agroalimentaires. Et on utilise donc généralement donc, l'innovation, que ce soit dans le marketing ou bien l'innovation donc, au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies donc, de fabrication. L'autonomie tout à fait normale. Donc les entreprises ayant une forte autonomie, c'est pour cette raison on doit avoir donc, une autonomie de gestion, une bonne gouvernance, des bonnes pratiques pour avoir donc, la capacité d'innover donc, au niveau d'entreprise. Et c'est tout à fait normal, toute décision stratégique doit être prise par le conseil d'administration qui doit être donc bon gouverné donc, et avoir des bonnes pratiques donc, de gouvernance. L'export tout à fait normal, une entreprise exportatrice automatiquement elle pense toujours donc, à l'innovation de différentes manières, à travers différentes variables, et c'est pour ça qu'on a constaté selon la classe 1, donc 45% donc, sont partiellement donc, exportatrices, c'est-à-dire qui existent donc, sur le marché local et le marché donc, étranger, c'est-à-dire donc, ils sont compétitifs non seulement donc, à l'échelle internationale, mais aussi bien donc, compétitifs donc, à l'échelle nationale. Différentes, donc aussi bien l'âge de l'entreprise, c'est que la majorité des entreprises sont des entreprises ayant une longue durée donc, de vie, et c'est pour cette raison ils ont, à travers l'apprentissage et à travers donc, une longue période, ils ont eu donc, à avoir donc, des bonnes pratiques, donc, que ce soit au niveau de l'amélioration de leurs produits. D'accord. Donc, en conclusion, donc, on pourrait dire allez-y oralement, on gagne du temps. Vous voyez donc la caractéristique de classe 1. Donc ils ont ce qu'on appelle essentiellement donc, une forte capacité marketing, attention pour la recherche et le développement, donc composants stratégiques, le déchet donc le champ de fabrication, donc aussi bien donc la gestion de connaissances, à l'évolution technologique. Donc c'est à conclure. Donc pour la classe 2, donc, il y a différentes variables. Pour la classe 3, et finalement classe 4 sont en termes d'innovation. Vous voyez donc la majorité de nos hypothèses sont confirmées et donc on a fait donc, une typologie de classification de la classe. Pour conclure, donc cette étude donc, peut servir d'outil pour les entreprises industrielles afin d'améliorer donc leur niveau de capacité d'innovation. Donc elle peut aussi donc, aider le gouvernement à assimiler les points positifs et négatifs des entreprises industrielles en termes d'innovation. Cette thèse donc apporte d'autres contributions. Elle enrichit la littérature proposant une nouvelle combinaison de critères donc la capacité d'innovation. Elle contient donc une étude empirique portant sur l'évaluation de la capacité d'innovation des entreprises industrielles tunisiennes. Elle apporte une résolution viable à ce type de problématique en utilisant donc une nouvelle méthode plus poussée, c'est essentiellement donc multi-critères et donc ordre clustering. Donc la vérification des hypothèses de tenue a été réalisée à l'aide d'une méthode multicritère. Donc elle propose donc une typologie spécifique basée sur le niveau de la capacité d'innovation
des entreprises industrielles. Et je vous remercie. Donc, je vais prendre juste 2 questions, s'il y en a. Allez-y. Clarification très rapide. Je voudrais juste savoir à quoi ça diffère par rapport à l'analyse factorielle classique. Donc, cette méthode, donc, elle est plus fiable. Donc, ici, pour ces raisons, à travers la littérature, donc, on a constaté que la méthode d'analyse factorielle, ça peut être donc, une méthode donc, biaisée. Donc, et à travers l'apprentissage, donc l'analyse d'utilité, ça permettait donc, de voir surtout si le nombre de variables est très important. Parce qu'à travers l'analyse factorielle, donc, on va partager donc, en différents facteurs. Or, à travers l'analyse multicritère, ça permettait donc, à travers l'apprentissage de voir les critères donc, les plus importants qui peuvent classer donc, les entreprises selon le niveau d'innovation. Donc, on n'a pas développé donc, le développement mathématique de cette méthode, mais tout simplement donc, on a donné donc, des résultats. Une autre question? Donc, si on n'a pas, on passe à la présentation suivante. Donc, j'appelle Madame Gisela Wafit. Est-ce que Youssef est là? Oui, déjà. Bien. C'est Youssef. On a 20 minutes pour 2 présentations. Donc, je vais vous demander de... FLIF. Ça dépend du... Donc, la présentation de Youssef porte sur la Donc, hiérarchisation des industries et stratégies de développement, une application au Maroc. Donc, vous avez la parole. je tiens à vous remercier, je remercie les étudiants qui ont venu assister à ma présentation. Donc, le contexte économique actuel du Maroc est caractérisé par une contrainte financière et une distribution des revenus inégalitaire. Donc, on a une analyse du Gini qui dépasse les 40%, d'où la nécessité d'une analyse interindustrielle pour essayer de comprendre d'une manière plus précise les dysfonctionnements de l'économie marocaine au niveau des branches. Donc, devant ces problèmes, donc, il y a plusieurs solutions qu'on peut mener, une rationalité dans la prise de décision, une meilleure allocation des ressources et une sélectivité dans l'orientation des investissements. Donc la question ici, c'est de savoir quelles sont les branches sur lesquelles il faut concentrer ses efforts, c'est-à-dire les branches les plus entraînantes, c'est-à-dire les branches qui ont le plus d'effets d'entraînement. Donc dans notre étude, donc, nous avons préféré poursuivre une recherche positive des effets de liaison et d'entraînement dans la ligne des travaux de Rasmussen jusqu'à Khan en 2020. Et l'importance de ce travail, il s'agit de savoir quelles sont les branches qui ont des effets d'entraînement par production et bien sûr les branches qui ont des effets d'entraînement par les distributions de salaire, d'où pour résoudre le problème des inégalités et la contribution fiscale, pour essayer de résoudre le problème de la contrainte financière budgétaire. Donc je ne vais pas tarder sur la méthodologie. Donc je vais travailler en utilisant le modèle de Léontief pour essayer de savoir quelles sont les branches qui ont des effets d'entraînement en termes d'achat, c'est-à-dire en amont, et les branches qui vendent plus leurs produits, c'est-à-dire en aval. Bien sûr, le backward linkage, le BN, il s'agit de savoir quelles sont les branches qui ont des effets d'entraînement par achat, c'est-à-dire je vais essayer de les classifier. Et le forward linkage, c'est-à-dire les branches qui ont des effets d'entraînement par vente, donc les meilleurs effets d'entraînement. Donc bien sûr, la moyenne de la backward linkage qui dépasse 1, c'est-à-dire que la branche aura besoin d'accroître sa production fortement relativement aux autres branches pour répondre à un accroissement unitaire de la demande finale. Et pour le forward linkage, lorsqu'on a un forward linkage qui est supérieur à 1, c'est-à-dire que la branche I devra accroître son effet de façon plus importante
que les autres branches pour satisfaire les accroissements unitaires de la demande finale. Je vais essayer de corriger ces indices en prenant le coefficient de variation parce que les moyennes, comme vous savez très bien, ils ne prennent pas en compte la dispersion. Donc, les premiers indicateurs, ils permettent d'apprécier ou bien d'analyser la qualité de la force de l'entraînement, et les coefficients de variation, ils permettent de quantifier la qualité de l'entraînement. Bon, la deuxième méthodologie, c'est la méthodologie HEM, donc je ne vais pas entrer dans les aspects techniques. Bon, c'est la même démarche, donc on va essayer de classifier les branches qui ont les effets d'entraînement les plus élevés. Donc, l'application des méthodes nécessite l'utilisation des tableaux entrées-sorties, donc établis par le ACP. Toutefois, il a été procédé à un certain nombre de traitements, donc je ne vais pas tarder là-dessus. Mais il y a plusieurs traitements que j'ai fait pour essayer de bien construire, ou bien de bien construire les données pour des fins d'analyse. Donc j'ai utilisé deux TES, le TES 2007 et le TES 2017, pour essayer de savoir l'évolution de l'économie marocaine. Donc les indices de sensibilité et de pouvoir de dispersion. Donc en ce qui concerne les effets d'entraînement par achat, on constate que le pétrole raffiné, l'industrie du textile et l'industrie alimentaire et tabac sont les branches les plus intégrées ici dans l'économie marocaine. C'est-à-dire, lorsque la demande finale va augmenter, les branches vont essayer de satisfaire cette éventuelle demande finale. Donc par achat. Et par vente, ça ce sont les données de 2017 et ça ce sont les données de 2007, donc il n'y a pas un changement notable au niveau de la structure productive marocaine. En ce qui concerne le fondement agricole, c'est-à-dire les branches qui vendent plus leurs produits, donc on a la branche phosphate, pétrole brut, gaz naturel, et on a aussi, deuxièmement, l'autre industrie manufacturière, c'est-à-dire les produits artisanaux, etc., qui ont des effets d'entraînement par vente les plus élevés. Donc Miller et Blair en 2009, ils ont créé ce tableau pour essayer de synthétiser les résultats. Donc les branches qui ont les effets d'entraînement en amont et les effets d'entraînement en aval les plus élevés supérieurs à 1 sont les industries qui sont dépendantes de l'ensemble de l'économie. Et les branches qui ont les deux effets qui sont inférieurs à 1, c'est-à-dire que ce sont les branches indépendantes de l'économie marocaine. Donc les branches les plus intégrées, que ce soit par achat et par vente, donc c'est D05 et D03, donc D05 et D03 sont les autres industries manufacturières, et le pétrole raffiné, les énergies renouvelables. Donc on constate que les énergies renouvelables ont été moins intégrées en 2007, mais elles deviennent plus intégrées. Donc on constate qu'il y a un investissement dans les énergies renouvelables ici au Maroc. Mais malheureusement, les industries qui sont dépendantes dans l'ensemble de l'économie, elles contribuent qu'à raison de 14,40%. Ce qui explique la défaillance de la structure productive marocaine, malheureusement. Et les branches qui ont des effets d'entraînement qui sont très faibles contribuent à 39% du PIB. Donc ce qui montre la défaillance de la structure productive marocaine. C'est-à-dire on investit dans des branches qui n'ont pas des effets d'entraînement. Bon, l'effet d'entraînement par la méthode la plus récente, donc il n'y a pas de changements notables, je ne vais pas tarder là-dessus. En ce qui concerne le coefficient de variation, donc il y a des changements, et puisque à cause de la contrainte du temps, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps. En ce qui concerne le KS, c'est quoi? Le KS, ce sont les branches qui distribuent plus de salaire. Donc en ce qui concerne les branches qui distribuent plus de salaire, donc on a en première place le pêche et aquaculture et bien sûr le secteur public. Mais malheureusement, il y a un trade-off entre les branches qui ont des effets d'entraînement plus élevés et les branches qui distribuent plus de salaire. C'est-à-dire que les branches qui ont des effets d'entraînement plus élevés sont malheureusement les branches qui distribuent moins de salaire, ce qui explique les inégalités de revenus ici. Donc ici, les Marocains investissent dans des branches qui ont un excédent brut d'exploitation plus élevé, où ils distribuent moins de salaire, c'est-à-dire moins de coûts, et ils ont les effets d'entraînement les moins faibles. Donc c'est pour ça. Donc on a une croissance économique avec une distribution inégalitaire des revenus. Bien sûr, comme vous savez très bien, puisque vous êtes des économistes, les salaires ils sont utilisés pour des fins de consommation, contrairement à l'excédent brut d'exploitation, qui peut être utilisé pour des fins de consommation ou pour l'autofinancement, et malheureusement pour la thésaurisation. Bon, les branches qui contribuent fiscalement les plus sont les branches industrielles, comme les branches d'industrie du textile, du cuir, etc. Bon, je ne vais pas tarder là-dessus. Maintenant, on va essayer de savoir.
Oui, oui, rapidement. Je vais prendre juste 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de savoir, est-ce qu'une augmentation des prix des pétroles, sa répercussion sur l'activité économique marocaine? Une augmentation de 15% des prix des imports des produits énergétiques sur les prix des produits locaux. Bon, j'ai utilisé un modèle calculable d'équilibre général, donc il y a normalement trois modèles. Il y a le modèle de Leontief qui est linéaire, donc il ne capte pas les comportements de marge des entrepreneurs. Il y a la fonction de type comme Douglas, où il y a la substitution entre les facteurs de production. Il y a le CES, bon, il est mathématiquement un peu difficile. Bon, je ne vais pas tarder là-dessus puisqu'il me reste 1 minute. Donc c'est là l'équation CES qui va... D'accord. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que les branches, malheureusement les branches les plus entraînantes, sont les branches qui subissent une importation d'inflation. C'est-à-dire que lorsque les prix de pétrole vont augmenter, la branche de pétrole, bien sûr, on aura une inflation, et malheureusement les branches qui vont subir une inflation sont les branches les plus entraînantes. Donc même si les décideurs publics vont essayer d'investir dans les branches qui apportent plus au niveau du PIB et qui distribuent plus de salaires, mais normalement on va avoir une inflation. Donc la conclusion, rapidement. Donc la conclusion de ce travail, c'est qu'il y a un trade-off entre les objectifs socio-économiques du Maroc. Et bien sûr, la stratégie de croissance n'est donc point une panacée simple et sa recommandation comme stratégie de développement demande bien plus qu'un simple examen des coefficients d'utilisation. Les résultats auxquels nous ne sommes pas parvenus souffrent des limites inhérentes à la construction du TES et le manque de données nous a amené à émettre des hypothèses simplificatrices. Certes, les résultats trouvés nous donnent une impression sur les effets d'entraînement des différentes branches, mais ils pourraient être améliorés par le recours à des données qui sont plus fiables. Et merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Allez-y. Je vais demander, merci d'abord pour la présentation. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire au Maroc, là où les gens investissent le plus, c'est des secteurs qui apportent le plus, qui apportent beaucoup, mais qui peuvent subir des questions d'inflation. C'est-à-dire si le prix augmente, du fait que peut-être le pétrole. Maintenant, que préconisez-vous par rapport à cette situation? C'est une excellente question. Donc normalement, il faut essayer de construire une fonction, ce qu'on appelle une fonction objective. C'est-à-dire, bon, pour essayer de répondre à cette question, j'ai réfléchi cette semaine à estimer une fonction ou bien un indice composite, c'est-à-dire que je vais essayer de pondérer chaque critère par un indice composite, comme ça pour savoir, pour essayer de regrouper tous les critères, c'est-à-dire la contribution fiscale, la distribution des salaires, l'inflation et la production, et savoir où les décideurs publics doivent investir le plus pour essayer de résoudre les problèmes de l'économie et de subir moins de dettes, ou bien moins de... D'autres questions? Bon, moi je vais intervenir par rapport à le modèle d'équilibre général calculable. Et j'ai vu que vous avez fait un choc de 15%. Oui. Moi, c'est que j'aimerais savoir, parce que c'est un modèle global. Lorsqu'on fait un choc, donc ça se répercute sur l'ensemble des branches du secteur de l'activité. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est pourquoi les 15%? Les 15% utilisés, est-ce que je justifie que pourquoi pas 1%, 2%, mais vous avez utilisé 15% quand même un peu significatif. J'ai utilisé 15% parce que, comme vous voyez ici, j'ai beaucoup de zéros. Normalement, lorsque je vais varier de 1%, je vais avoir beaucoup de décimales, beaucoup de zéros après la virgule. Donc j'ai décidé de prendre 15%, comme ça pour essayer d'avoir des pourcentages qui peuvent être interprétés d'une manière... Lorsqu'on utilise le modèle d'équilibre général, en général, derrière, ce qu'on essaie de voir, c'est d'avoir un équilibre. Exactement. Voilà, maintenant. Lorsqu'on fait un choc, donc on doit s'assurer qu'il doit y avoir un équilibre. C'est pourquoi je vous ai demandé pourquoi vous utilisez les 15%. Bon, c'est une valeur exogène. Donc je suppose, je peux mettre n'importe quelle valeur. Il n'y a pas de justification économique. Non, c'est arbitraire. Je vais dire, lorsque le prix d'import va augmenter de 1%, quelle est sa répercussion? Vous avez raison, je peux recourir à une estimation économétrique.
Comme ça, je vais prendre cette valeur et je vais la remplacer pour calibrer le modèle. Mais je peux prendre n'importe quelle valeur et savoir sa répercussion sur le... Non. Mais si je Donc, si je comprends très bien, le 15% c'est juste pour avoir une sensibilité par rapport aux variations. Parce que les 1% ne va pas donner une grande chose. Mais je sais bien qu'il faut avoir un équilibre avant pour... D'accord. On va continuer la discussion à la pause. Donc, il y a une dernière présentation. On risque de Bon, merci pour le... juste 6 minutes. Donc, si je veux faire une présentation orale, je ne sais pas. Je peux, non. D'accord. Directement aux résultats. Le problème c'est que on fonce sur l'ultra-empirique. C'est comme le cas. Par exemple, il a travaillé. Or, la question qu'il fallait se poser pour lui, est-ce que la problématique allemande, premièrement, la théorie de l'équilibre, et si elle a la théorie de l'équilibre, on va faire un... Le problème, c'est que, par exemple, ici, c'est que les noms nous touchent. Et le commentaire, la question qui est posée, une part de la littérature, une part de Pour le traitement systématique, je serai dans le plan de Longo. Et je dirais que Cette économie, c'est par le contexte de climatisation, tout à fait sûr. généralisé, économique, social et écologique et politique. Et donc, le développement durable, pour moi, se propose comme l'alternative incontournable. L'innovation constitue un déterminant principal à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Le Maroc s'est engagé dans le développement durable et dans la promotion de l'innovation par des stratégies. Donc, la question principale, c'est dans quelle mesure l'innovation pourrait-elle contribuer au développement durable au Maroc. Pour répondre à cette question, nous adoptons une approche déductive. Passons par la théorie du développement durable et de l'innovation et de l'éco-innovation, et nous penchons sur la partie empirique par une approche quantitative, par une démarche quantitative d'évaluation à travers une approche benchmarking. Les benchmarks, c'est la Suède, la France, la Turquie et l'Afrique du Sud. Nous avons des raisons pour choisir les benchmarks cités. Pendant notre évaluation par approche benchmarking, nous avons opté pour une analyse graphique, une analyse économétrique. L'ensemble des représentations graphiques qui ont porté sur l'indicateur matériel recherche-développement représenté par le nombre de chercheurs et les dépenses allouées à la recherche comme input, les brevets comme output,
les brevets verts non verts d'une part et les brevets verts d'autre part. Donc l'ensemble de ces représentations ont montré que le Maroc a une défaillance par rapport à la performance de l'innovation. Nous avons également construit une représentation du couplage recherche-développement qui a confirmé l'idée. Et du coup, on conclut que le Maroc a vraiment une défaillance de son système d'innovation. Donc pour un peu analyser les causes derrière, on s'interroge s'il ne serait-il pas un problème d'efficience du processus interne d'innovation. Pour répondre à cette question, nous avons recouru à une analyse économétrique, non paramétrique, qui a porté sur les inputs et le développement de dépenses et le nombre de chercheurs et les outputs selon 3 modèles. Le premier relatif au nombre total de brevets, le deuxième les brevets non verts et le troisième les brevets verts. Et donc l'analyse a révélé les résultats suivants. Le Maroc est le plus inefficient des pays choisis. Et donc, vous voyez clairement là les scores d'efficience pour tous les modèles, ils sont très bas. Et pour donc, que le Maroc soit sur la frontière de l'efficience, il doit augmenter son output, la rentabilité, 87% pour les 2 premiers modèles et 84% pour le troisième modèle qui est de brevet vert. Donc là aussi, on détecte une inefficience du système interne de production de l'innovation au Maroc. Une interrogation s'impose. Y a-t-il d'autres facteurs externes explicatifs de cette inefficience? Pour répondre à ce questionnement, nous avons recouru à une extension du DOA par la modélisation de ces scores d'efficience à travers un modèle de panel. On a retenu une durée allant de 2000 à 2014 et 2 variables explicatives contextuelles, le PIB et le paiement de la propriété intellectuelle. Faute de données, on s'est juste limité à ces 2 variables. Les résultats sont les suivants. Le PIB, une augmentation du PIB affecte significativement et positivement l'augmentation de l'efficience des coefficients et l'augmentation du paiement de la propriété intellectuelle affecte significativement et négativement ces coefficients. Donc là encore, on détecte une efficience du système externe là. Avant c'était l'appareil interne, maintenant c'est l'appareil externe de production de l'innovation au Maroc. Donc ceci dit, quelle recommandation? On recommande d'abord le renforcement de l'appareil interne de production de l'innovation au Maroc, mais aussi de se pencher vers une approche immatérielle de l'innovation au lieu de se limiter à celle matérielle. Et on propose l'innovation ouverte, l'innovation institutionnelle et l'innovation située vers une approche multidimensionnelle. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va passer rapidement aux questions. J'ai juste une remarque par rapport au pays de comparaison. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce pays, sachant que ça pénalise la comparaison? Non, pour nous, la justification a été pertinente. Nous avons choisi les pays par rapport à leur stade de développement. Et pour nous, l'idée, c'est de choisir les pays qui sont déjà sur la frontière d'efficience. La Suède, c'est un modèle de développement durable et de l'innovation en même temps. La France, par rapport à notre relation avec le Maroc et la dépendance économique sur tous les plans. Et pour l'Afrique du Sud, c'est un pays africain qui a un peu une caractéristique éthique et géoéconomique. La Turquie, c'est aussi un pays qui a quand même ses relations étroites avec le Maroc. Et donc, c'était justifié aussi par plusieurs indices. L'indice de compétitivité globale de l'innovation et de l'économie verte. Une autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va conclure cette séance de présentation qui a été vraiment très intéressante.
de par la qualité des présentations. Donc je vous félicite et vous encourage aussi dans cette recherche que vous menez et vous souhaite plein de succès. Donc juste à présent, je vais vous remettre vos certificats de participation. Donc je vais vous Merci beaucoup pour la réponse tout à l'heure parce que j'ai jamais entendu parler de cette méthode. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi la différence, c'est quoi ça doit faire. Monsieur Salah Ben Hamad.